Je voudrais tout de suite vous déclarer un problème technique important, puisque je n'ai pas trouvé des batteries très spéciales que j'ai l'habitude d'utiliser et que je mets dans les microprocesseurs qui sont dans mes implants et qui me permettent de parler toutes les langues des pays que je traverse. Et aujourd'hui, je suis navré, comme je n'ai pas ces piles, exceptionnellement, je ne parlerai pas letton. Donc nous allons avoir besoin d'êtres humaines pour traduire la conférence. Je dois dire que je suis très très heureuse de la réponse que vous me donnez en venant aussi nombreux. Je dois vous dire que je n'aime pas les corps qui souffrent, et donc j'aimerais bien que les personnes qui sont debout viennent s'asseoir devant, parce que je vais faire une conférence longue et vos corps ne vont pas supporter, et comme vous aurez mal aux pieds et à la colonne vertébrale, vous n'allez pas m'entendre. Venez, venez, je ne griffe pas. Venez, venez. Merci, s'il vous plaît. Je crois que j'ai vu une chaise là-bas libre. Est-ce qu'il n'y a pas de chaise libre entre les gens? En fait, je considère mes conférences comme faisant partie intégrante de mon œuvre. Car il y a tellement d'images et de rumeurs qui me précèdent que j'aime beaucoup pouvoir donner en fait le message ou les messages que je veux dans mon œuvre, alors que les médias ont souvent raconté absolument n'importe quoi sur mes œuvres, et en particulier sur l'œuvre, sur la série des opérations chirurgicales Performance. Je suis très heureuse d'être dans une école des beaux-arts parce que j'ai enseigné une grande partie de ma vie et j'enseigne encore souvent aux États-Unis. Donc, ces conférences dans une école des beaux-arts, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que je crois que dans les écoles des beaux-arts, c'est à cet endroit, et c'est presque le seul endroit, où il y a un peu de liberté, un peu d'esprit critique, de créativité bien sûr, et surtout, j'espère, des pensées nouvelles. Car la plupart des gens vivent avec des idées d'il y a 50 ans, 100 ans, voire 200. Et quand il s'agit de l'art, souvent on a 200-300 ans de retard. C'est très étrange parce que, aussi bien vous que les collectionneurs, avons dans les poches des téléphones portables, des ordinateurs, on prend des avions, on est sur les réseaux sociaux, mais tout à coup, quand il s'agit de l'art, eh bien, on veut uniquement de la peinture et du dessin, et tout ce qui, par exemple, se passe avec les nouvelles technologies, ou avec les biotechnologies, ou avec le médical, est refusé, où on pense que ça ne fait pas vraiment partie de l'art. Donc je compte sur vous pour tout changer. Je voudrais remercier toutes les personnes qui, dans l'ombre ou la lumière, m'ont permis de venir dans votre académie. Et bien sûr, je remercie avant toute chose l'Institut culturel français. Et j'ai beaucoup de chance aujourd'hui, puisque toute l'exposition qu'a montée Inés Baranowska est sur le cinéma. En fait, l'ambassadeur s'appelle Visconti. Ça ne pouvait pas être mieux pour moi. Donc je remercie absolument Stéphane Visconti. Je remercie beaucoup Denis Duclos, qui m'a donné un très grand support. Inés Baranowska, j'ai fait beaucoup souffrir pour monter l'exposition et les événements qui sont autour. Diana Steven, je ne serais pas là si elle n'avait pas accepté que je sois là. Et aussi votre recteur que j'ai rencontré avant-hier, Aleske Nakumovs, excusez-moi pour la mauvaise prononciation, et
sont des projections en 3D, et à la fin, mes œuvres actuelles qui sont faites en réalité augmentée. Donc la première œuvre est un autoportrait 3D en écorché, prenant la position de la statue de la liberté. C'est une image entre modèle médical et personnage cyborg. Les éléments en vert sont les instruments de mesure du corps que j'ai utilisés lors d'un de mes nombreux mesurages au musée Andy Warhol à Pittsburgh, aux États-Unis. Pour moi, il s'agissait de mesurer l'investissement du corps, la dépense du corps, durant la production de l'œuvre. L'écorché est la figure de l'artiste, en tout cas d'un certain type d'artiste. Et l'artiste est la figure de la liberté. Et d'ailleurs, cet écorché prend la position de la liberté. Faisons. D'ailleurs, cet écorché prend la position de la statue de la liberté. La liberté faisant partie aussi de la figure de l'artiste. Il s'agit de présenter une certaine irréductibilité de la subversion. Ça devrait être ça. Il n'y a pas de solution. Cliquez ici, cliquez. Ah, il y a l'espoir. La liberté faisant partie aussi de la figure de l'artiste. Il s'agit de présenter une certaine irréductibilité de la subversion et de la création, et brouiller les frontières entre la réalité et la fiction, la vérité et la légende. Un écorché normalement mort est-elle faisable? Je les montre en mouvement, donc en vie. Et ils ont l'air absolument ravis de montrer leur en dessous. Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité, disait Nietzsche. Il s'agit d'investir des territoires comme la médecine, où depuis la fabrica au XVIIe siècle, on a ouvert les corps, et aussi d'investir l'image médicale actuelle. C'est aussi enlever cette peau qui est à la fois une camisole de force, comme le corps, mais aussi une interface avec le monde. Elle cache à nos yeux ce monde intérieur, cette machine, ce véhicule des millions de bactéries et de virus, gentils ou non. Et cette chimie de toutes sortes, c'est en dessous qui a emporté la peau et l'a emporté sur la peau, soi-disant plus profonde. Elle est le masque suprême porté de force, bon gré, mal gré, masque inné, non choisi, telle la camisole de force du corps et l'interface. C'est un masquage du difficile à voir sans syncope, voire interdit à entrevoir l'intérieur de cette machine qui, tôt ou tard, tombera en panne. Programmée et sans antidote, jusqu'à la mort de la mort, comme le titre du livre de Laurent Alexandre. Beaucoup d'artistes ont été puisés dans d'autres champs, dans d'autres pratiques. Celui-là me permet de tenter un déshabillage, un striptease, faisant clin d'œil au striptease occasionnel à l'aide des draps du trousseau que vous verrez dans mes œuvres historiques et qui partait de l'idée que le striptease particulièrement impossible pour les femmes, car il est toujours habillé
de projection et d'a priori. Je me suis stripteasé jusqu'à l'os, à partir de mes scans médicaux, et en collaboration avec un groupe qui s'appelle les Sismi. J'ai aussi cultivé mes propres cellules, et comme vous le verrez, j'ai fait danser les cellules sur un pasodome. Avant toute autre chose, je voudrais me présenter. Je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible. Mon nom s'écrit chaque lettre en capitale, et je ne veux pas que Wikipédia et sa dictature de la minuscule sur la toile m'obligent à rentrer dans la vie, dans les rangs. C'est pourtant une chose que j'arrive très rarement à obtenir, ce qui est étrange, car des artistes français comme Fabrice Hibert s'écrit Santé, Bernard Venet s'écrit Sandé à Bernard, et il ne viendrait jamais à l'idée à un connaisseur de mettre un B ou un T. Pourtant, malgré la bonne volonté de certains de mes partenaires, en général, le relecteur final réécrit au dernier moment, la relecture dernière, mon nom en minuscule, ou bien l'ordinateur le corrige automatiquement. Je remercie donc Inès Baranowska qui a fait un magnifique catalogue dans lequel, pour une fois, tous mes noms sont en majuscule. Mon nom est un pseudonyme. Il fait partie de l'invention de moi, de la structure de soi, donc une tentative de sortir du cadre. Bien sûr, ce n'est qu'une tentative, mais la tentative, c'est déjà pouvoir désigner et de percevoir le contexte, le paysage dans lequel on essaie de penser autrement. Cependant, qu'on est pensé par la société et ou l'entourage, dans lequel on est et dans lequel on est, ce qui parle à travers nous. Alors, j'ai un petit problème de lumière, parce que je me demande s'il n'y a pas la vidéo et la photo dans la salle, et comme mon visage n'est pas éclairé, ceux qui font de la vidéo n'auront pas du tout d'image. Alors, je me demande s'il ne faut pas remettre un peu de lumière. Est-ce que quelqu'un peut traduire? Okay. No, it's okay. No, Nos vidéos, It's okay. it's okay for him. no problème for you? No problem, no problem. No. Guys, noise. Ok. Noise, guys, no. Kurš uzdedzināja? Alors, on va éteindre. Yes. Lūdzu, noist gaismu, kas tur regulē? J'ai foutu la baguette. It's okay. Yeah, C'est bien? It's better? better. Toute mon œuvre interroge le statut du corps dans la société et les pressions culturelles, politiques, traditionnelles et religieuses qui s'impriment dans nos chairs, dans nos corps. Dans la vie, nous n'avons pas qu'un corps, mais des corps, aux apparences très diversifiées, suivant l'âge ou des handicaps provisoires ou définitifs. Ces mêmes corps changent leur équilibre intérieur et leur apparence en fonction d'échanges chimiques et électriques régissant nos humeurs et nos désirs. Je dois préciser que je suis une artiste multimédia qui ne s'intéresse pas aux matériaux, aux techniques, aux nouvelles technologies, qu'elles soient actuelles ou anciennes. Je pars d'une réflexion, d'un concept, et ensuite, j'essaie de trouver la meilleure matérialité, la plus en phase avec la situation,
et avec notre époque pour révéler l'essence de l'idée. La chirurgie n'est pas mon job et je suis une artiste très normale quand je ne suis pas dans un bloc opératoire. J'ai des œuvres qui utilisent tantôt la sculpture, tantôt la photo, tantôt la vidéo, la 3D, les biotechnologies, la performance, la chirurgie et la réalité augmentée. Je vais maintenant improviser sur chacune des œuvres que vous allez voir ici. Ici, en fait, c'est une photo de Jürgen Teller qui a été faite lors d'une performance et exposition de Walter van Berenbroek, qui est un styliste qui m'a rendu beaucoup d'hommages, et nous avons fait à la fois une exposition, un livre et une performance ensemble. Ce styliste m'a rendu des hommages à la télévision en mettant ses mannequins avec les mêmes bosses que moi et en disant très clairement que ça venait de moi. Donc c'est très très différent des attitudes, par exemple, de Lady Gaga, puisque vous devez savoir que je suis en procès avec Lady Gaga qui donc s'est accaparé, on pourrait dire, beaucoup de mes œuvres. Là, c'était quelque chose de tout à fait différent, parce que c'était à la fois un hommage et des collaborations. Donc, dans cette exposition, toutes les personnes qui venaient avaient la possibilité de se faire mettre sur l'écran avec des maquillages de cinéma, de fausses bosses. Et moi, je suis arrivé avec un faux nez, le faux nez du roi Pacal, que vous verrez plus tard dans mes œuvres. Et donc, moi, j'avais mes vraies bosses et un faux nez, et le public, l'audience, avait probablement leur vrai nez et des fausses bosses. Vous verrez que j'ai travaillé beaucoup sur le vrai et le faux. Ici, nous avons un autre exemple d'œuvre qui s'est passée à Londres, et j'ai utilisé les services d'un magicien pour faire disparaître mon corps. Effectivement, en tant que mortel, on pourrait dire, on nous promet toujours qu'on va pouvoir dépasser le corps, qu'on va pouvoir en changer, etc. Mais jusqu'à preuve du contraire, eh bien, la plupart du temps, on est obligé de faire avec. Là, ça s'appelait Femme avec tête, et vous verrez que nous verrons aussi des femmes sans tête dans mon travail. Ici, c'est une performance que j'ai refaite à Pompidou il n'y a pas longtemps, donc qui s'intitule Je suis un femme et une homme. Cette pancarte, en fait, m'a servi presque toute ma vie pour effectivement dire que j'étais une femme et une homme. Et je l'aurais fait dernièrement au Centre Georges Pompidou pour l'exposition Elle, où il y avait donc uniquement des femmes qui avaient leurs œuvres exposées. Attempting to Escape the Frame, c'est effectivement quelque chose que j'ai fait toute ma vie et que je fais encore, la tentative de sortir du cadre. C'est une tentative que je vous recommande. Mais pour faire cette tentative, qui n'est qu'une tentative, mais qui est louable,
Le corps sculpture, avec une main, est en fait toute une série d'œuvres que j'ai faites, considérant le corps comme une sculpture. Et toutes les fois, en fait, c'était les cheveux qui cachaient l'identité. Et quand on cache l'identité, que ce soit par les cheveux ou que ce soit par un masque, le corps apparaît davantage expressif. Ici, je tiens à vous dire le titre de l'œuvre. Ces femmes sans tête, mais avec cul. Ici, nous avons encore des exemples avec des masques. Ici, nous avons toute une série qui a été dansée avec son ombre. Cette pièce, qui est un striptease à l'aide des draps du trousseau, je ne sais pas si ça existe encore ici pour les filles, ça existait il n'y a pas très longtemps encore en France. Les filles devaient avoir un trousseau, donc des draps et plein d'objets pour la maison, et ce qui était indispensable, c'était de broder les draps du trousseau. Donc j'avais toujours ce conflit avec ma mère, et je l'ai résolu de tas de manières, donc en tendant par exemple ces draps du trousseau sur des châssis, en faisant de la peinture, ou là, par exemple, citant d'abord les sculptures bourguignonnes, vous verrez que la première image, on la retrouve dans mon œuvre, et petit à petit, en me stripteasant, puis en citant l'histoire de l'art, la naissance de Vénus de Botticelli, et ensuite ce tas de draps dont on ne sait pas quel corps va naître. C'est J comme une espèce de chrysalide dans cette œuvre. Et effectivement, j'ai ensuite repris une de ces images pour en faire accouchement d'Orlan sans coquille. Alors là, j'ai fait beaucoup de photos à une certaine époque de ma vie, collées sur bois, de taille humaine et détourées. Je crois que je suis une des premières artistes à avoir fait cela. Ici, on la voit mise en scène dans une exposition. Elle était en l'air comme sur un petit nuage. Ici, c'était effectivement tête à claque, jeu de massacre. Et il était possible de jeter sur ma tête des boules en tissu, et la tête tombait en faisant un bruit, et remontait en faisant un autre bruit, comme dans les fêtes foraines. Ici, c'est une mauvaise photo, mais c'est la seule que j'ai, avec effectivement moi en photo, collé sur bois et détouré, et de chaque côté, il y a des crochets de boucher sur lesquels tiennent la panoplie de la femme bonne à marier. Et vous aviez la possibilité donc de l'habiller et de la déshabiller, et par exemple, là, j'ai fait une performance avec cela. Vous avez sur les seins 2 œufs durs coupés et le sexe est recouvert de persil. Ça, c'est une œuvre que j'ai faite au Portugal et je vendais en fait mon corps en petits morceaux, toujours collés sur bois et détourés, dans un marché de fruits et légumes. Et c'était au milieu des pommes de terre, des carottes et des poires. Et l'idée était, est-ce que mon corps m'appartient réellement? Et aussi, donc je vendais ce corps, je vendais mon œil, je vendais mon sein gauche, je vendais mon nez, mon pied, ma bouche, pour des prix très abordables. Et il y avait écrit dans la pancarte, garantie pur Orlan, sans colorant, ni conservateur. Alors en français, conservateur, c'est à la fois les conservateurs pour l'alimentation, mais c'est aussi le titre de quelqu'un qui dirige un musée, qui est conservateur. Et bien sûr, conservateur, c'est aussi les gens qui ont des idées
anciennes et qui veulent vivre absolument à une autre époque, mais à cette époque. Donc, avec un conflit incroyable par rapport à ce qui se passe réellement dans la situation où ils sont. Ici, c'est aussi une performance que j'ai faite à Caldas d'Arena. Il faut vous dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de t-shirt avec un buste des seins nus ou d'hommes ou de femmes. Ça n'existait pas. Mais moi, j'avais une robe en toile photographique me représentant nu, que j'ai pris en plusieurs circonstances. Et j'étais très habillée, donc puisqu'elle me recouvrait jusqu'aux pieds, et j'avais mon sac dans lequel il y avait mon passeport, donc on ne pouvait pas m'arrêter. Mais bien sûr, les gendarmes, les services de l'ordre, ont essayé plusieurs fois de m'arrêter. Si je n'avais pas été en règle avec mes papiers, bien sûr, j'allais passer un mauvais quart d'heure. On me voit là encore dans un jardin, tranquille. J'ai toujours aimé être impertinent et essayer de voir les limites, et à la fois de la loi ou de ce qu'on pouvait faire, de ce qui était possible de faire. Donc là, ça s'appelait à poil sans poil. Donc vous avez tous remarqué que dans la peinture ancienne, très très souvent, les femmes sont épilées. Attendez, je reviens en arrière. Et là, j'étais au Louvre devant une toile, justement, les femmes sont épilées. Et le Louvre avait essayé de nous interdire ces performances qui étaient organisées par un artiste, Jean Dupuis, et qui nous avait donné une seule minute pour agir devant une œuvre. Mais il fallait qu'on ne fasse pas d'attroupement. Il fallait qu'on ne vienne pas en mangeant, pas avec de la musique, pas avec des accessoires. Il ne fallait pas qu'on fasse un attroupement. Enfin, on ne voyait pas ce qu'on pouvait faire. On a failli faire une manif pour dire, pour crier à la censure. Et puis finalement, je me suis débrouillé de cette manière-là. Je suis arrivé donc avec un manteau me recouvrant entièrement, mais avec des choses dans les poches. Et j'ai ouvert le manteau, dessous donc j'étais encore avec ma robe en toile photographique, mais là j'avais fait quelque chose d'assez humoristique. Qu'est-ce qui se passe? J'avais découpé le triangle de représentation du pubis et j'enlevais ce triangle et on me voyait avec mes propres poils. Et aussi, j'avais une palette avec du tricostérile et j'arrachais les poils de mon pubis, ou je faisais semblant d'arracher les poils de mon pubis pour les recoller sur cette palette malade. Alors, comme je n'aime pas souffrir du tout, j'avais coupé les poils et je les avais recollés avec la colle à postiche. Mais on pouvait croire que je les arrachais. Et donc, le temps, en fait, que les surveillants réagissent, parce que bien sûr, au final, j'étais avec un pubis sans poil, mais j'avais un pinceau avec de la peinture noire et je repeignais les poils à la peinture noire sur mon pubis. Les surveillants ont commencé à s'énerver, mais le temps qu'ils aillent chercher leur supérieur, plus du renfort pour enlever les gens qui s'étaient assis autour de moi, j'ai eu le temps de faire la performance. Attendez. Là, j'ai beaucoup travaillé sur des tableaux vivants, en essayant de voir comment les hommes peintres avaient mis dans l'histoire le corps des femmes en s'en servant comme objet. Et j'ai travaillé sur la bande odalisque de Ingres, et j'ai fait cette installation. En fait, c'était une installation pour parler du problème de l'échelle dans la photo. Et je commençais par une petite photo, puis une plus grande, puis une qui mesurait l'exacte dimension de cette œuvre, 91 par 162, puis une autre qui était exactement de la dimension de mon corps, puis d'autres qui étaient dans la démesure, dans le dépassement
de moi et de mon corps en beaucoup plus grand. Et on peut remarquer dans cette œuvre que j'avais enlevé tous les objets qui étaient dans la peinture, et j'étais venu aussi avec les draps de mon trousseau, et j'avais fabriqué des oreillers. Et l'oreiller qui est au-dessus de ma tête, qui fait installation, était censé être celui qui était photographié dans cette photo. Donc c'était tout un job sur la mesure, la démesure et l'échelle. Les mesurages, j'ai fait des mesurages de rue et d'institution. Là il est écrit jusqu'en 83, mais j'en ai fait pendant extrêmement longtemps, puisque j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps au MUCA à Anvers et aussi à Pittsburgh. Ici, c'était un mesurage très spécial dans une version autre. C'est une association qui était très en colère parce qu'on avait cassé à Liège une place qui était très belle, sans aucun projet de reconstruction. Et cette situation a duré très très longtemps. Donc ils m'ont fait venir pour faire un mesurage qui devait durer 8 jours. Et chaque jour, j'utilisais les engins qui avaient détérioré la place et je me faisais livrer dans la gueule de ces engins à l'étape du jour. Et ensuite, dans le chantier, j'ai fait donc un mesurage et j'ai travaillé avec les ouvriers qui, pour que je ne me salisse pas énormément, m'aidaient en mettant des planches devant moi. Au bout du 3e jour, le bourgmestre de la ville est venu m'arrêter et effectivement je n'ai pas pu continuer la performance, mais l'association était très heureuse parce qu'ils avaient eu tellement d'articles de presse autour de cela pour faire valoir et à la fois leurs droits et leurs revendications que tout allait bien. Là, c'est une performance que j'ai faite au Guggenheim. J'ai mesuré beaucoup de musées dans le monde. Donc l'idée, c'est vraiment le corps comme étalon. Le corps qui prend la mesure de toute chose. Je termine toujours avec ce geste final de la Statue de la Liberté. Et c'est pour ça, effectivement, que dans l'écorché aussi, le mouvement que vous avez vu au ralenti, et ce mouvement-là est la citation de ce que je fais souvent. Ici, on me voit au musée Andy Warhol à Pittsburgh, en train de mesurer les salles du musée Andy Warhol, et je l'ai fait d'une manière très très spéciale, avec des instruments de mesure qui sont des instruments, on pourrait dire, de fitness, mais très sophistiqués, puisqu'il était possible d'avoir le nombre de pas que je faisais dans l'espace, la dimension de l'espace dans lequel j'étais, la chaleur de ma peau, ma tachycardie et en fait toute la dépense du corps, ma dépense calorique. En fait, sur cet instrument, on ne voyait rien, il fallait s'abonner à l'Internet pour avoir des graphismes extraordinaires qui vous disaient ce qu'il fallait faire dans votre vie. En fait, ce sont des instruments qui sont des instruments pratiquement pour mettre en prison des gens, ou en tout cas pour savoir ce qu'ils font. Avec cet instrument, possible de savoir si je dormais, si je mangeais, si j'étais en train de faire l'amour. C'était absolument clair pour ceux qui avaient toutes les données. Là, à la fin de chacune des performances, en fait, je comptais avec des témoins le nombre de fois que j'étais contenu dans l'espace. Là, je lavais la robe en drap du trousseau et je gardais en fait l'eau sale de la robe dans des flacons qu'on voit au sol, qui étaient ensuite étiquetés et cachés à la cire et montrés dans les musées. Ici, c'est à Aachen, en Allemagne,
Et je faisais cette performance que j'ai faite aussi une grande partie de ma vie, qui était de me déguiser avec des drapés, toujours avec les draps du trousseau, en Madone, en Vierge Blanche, et d'utiliser la procession, etc. J'en profite pour vous dire que j'ai beaucoup interrogé ma culture occidentale, mais que Dieu ne fait pas partie ni de ma vie, ni de mon œuvre. Ce n'est pas une hypothèse de travail pour moi. Au MUCA, ici, donc, il y avait une rétrospective autour du mesurage, et j'ai déposé en fait un instrument de mesure qui s'appelle un orlan-corps, exactement comme est déposé le mètre étalon. Ici, ce sont les flacons cachés étiquetés présentés donc, dans cette exposition. Là aussi, on voit une autre œuvre avec le constat et le nombre de fois que je suis contenu dans ce musée. Et on me voit en train de mesurer l'architecture. Ici, toujours cette performance de Madone. C'était des performances qui duraient 3, 4, 5 heures. Et il y avait aussi 3-4 heures d'habillage. Le baiser de l'artiste est une œuvre avec laquelle je peux noter ma vie avant et après. C'est-à-dire que j'ai été immédiatement renvoyé de l'école dans laquelle j'enseignais par un télégramme, ce qui était complètement illégal, disant « Ton attitude de ces derniers jours est incompatible avec ton rôle de formateur, tous tes cours sont suspendus, nous aviserons pour ton compte. » Mes étudiants ont fait grève, ont fabriqué des chansons pour chanter mes louanges et pour essayer que je sois réintégré, mais je n'ai jamais été réintégré, ce qui a été un moment de ma vie très très dur où je n'avais absolument plus aucun revenu, où mon atelier m'a été pris avec des œuvres qui étaient dedans, etc. Mais je vous parle de cette pièce donc est faite à partir d'une de mes œuvres que vous avez vue tout à l'heure, la première sur le striptease occasionnel à l'aide des draps du trousseau, toujours collé sur bois et détouré, de grandeur humaine, et il était possible, il y avait écrit Saint-Orlan d'un côté et Orlan-Corps de l'autre, il était possible de mettre un cierge à Saint-Orlan pour 5 francs, ou il était possible d'avoir un baiser, un vrai, avec Orlan-Corps. Alors, il y avait écrit introduire 5 francs, le baiser de l'artiste. On voyait la pièce tomber dans cet œsophage tiroir et on voyait les pièces. Sur le côté, je changeais les réclames qui étaient ici double épaule, très pratique, ô combien féminin, grand luxe. En fait, cette performance illustrait un texte que j'avais écrit qui s'appelait « Face à une société de mères et de marchands ». Et cette performance, je l'ai faite à la Foire internationale d'art contemporain, sans demander l'autorisation, ce qui m'a valu d'être rejeté plusieurs fois. Donc, je suis rentré par une porte, on m'a jeté, j'ai essayé de rentrer par la fenêtre, on m'a jeté, jusqu'au moment où, en fait, je me suis dit, je me mets devant le Grand Palais, entre les colonnes, et tous ceux qui rentrent et qui sortent me verront. Donc c'est encore une position bien meilleure. Mais finalement, des amis qui avaient des revues dans cette FIAC m'ont dit non, tu ne vas pas rester là, tu vas prendre froid, donc on va te ramener à l'intérieur. Et ils ont fait un geste extraordinaire, puisqu'ils étaient 4 hommes, et comme pour les processions, ils ont pris donc la pièce du baiser de l'artiste sur les épaules, et au moment où rentrait le ministre, où rentraient tous les officiels au vernissage, ils se sont mis à passer devant eux avec la pièce. Et donc, le directeur de la FIAC n'a pas voulu faire un scandale, il a fait comme si c'était une performance spécialement
fabriqués pour les officiels. Donc finalement, j'ai fait la performance au chaud à l'intérieur. Me voilà avec une cliente. Me voilà avec un client. Donc en fait, sur le texte aussi disait au pied de la croix deux femmes, Marie et Marie-Madeleine. Donc deux stéréotypes de femmes auxquels il est très difficile d'échapper quand on est femme. Donc c'était cette attaque des stéréotypes en fait. On voit la pièce au MoCA à Los Angeles. Cette pièce a vraiment tourné dans le monde entier, alors que donc j'ai été complètement refusé au départ, que ma vie a vraiment tourné mal sans profession à cause de ce baiser de l'artiste. Au final, il y a eu des quantités de Happy Land, puisque cette pièce appartient à une collection publique française, et que le Centre Georges Pompidou a fait un livre qui est les 100 chefs-d'œuvre du Centre Georges Pompidou, dans lequel le baiser de l'artiste est rentré. Donc je voudrais dire à tous les étudiants qui sont ici, il faut toujours prendre le risque de ne pas être accepté d'emblée. Et il faut prendre les libertés qu'on a envie de prendre pour dire des choses intéressantes, importantes, par rapport au moment où nous sommes, où on vit, ce qui se passe socialement, ce qui se passe technologiquement, ce qui se passe médicalement, etc., en interrogeant ce qui est en train de se passer. Ici, vous avez un autre exemple qui est une grande chapelle élevée à moi-même, et vous voyez une de mes œuvres que vous allez voir plusieurs fois dans d'autres endroits. C'était une très grande chapelle dans laquelle il y avait à la fois des hologrammes, à la fois du vrai et du faux, des colombes, des vraies colombes, des fausses colombes, plein de choses à l'intérieur. Et il y avait donc sur le fronton cette pièce que j'appelle monstration phallique, monstration unique. Ici, j'ai fait une performance qui a été très importante et qu'on m'a beaucoup copiée par la suite des jeunes artistes. Je me suis fait livrer dans une boîte d'œuvres d'art sur laquelle il y avait écrit fragile, etc., au Centre Pompidou, comme si j'étais une œuvre d'art. Et quand ils ont enlevé le couvercle, j'étais à l'intérieur, dans une chasse de plastique. J'avais préparé un trou où je pouvais passer le bras et le doigt de la désignation. Et il y a eu donc une très grande procession dans le Centre Georges Pompidou. Et je désignais à certains moments, et je demandais qu'on s'arrête, des œuvres importantes du Centre Pompidou. Voilà un plan où on voit mieux. Et ensuite, j'étais dans une des salles où je faisais la suite de cette performance, où effectivement, au départ, j'arrive avec des drapés magnifiques, et puis petit à petit, ces drapés deviennent des sortes de lambeaux, et ensuite, je me déshabille pour faire un certain nombre de choses qui sont très différentes d'une performance à l'autre. Ici, j'ai fait des sculptures en marbre de Carrare, donc je vous les montre. Là, ce sont des interventions dans la vie, toujours avec un corps collé sur poids et détouré, mais comme un parpentin désarticulé qui tire la langue comme Einstein, et c'est pour ça qu'il y a écrit E égale MC2. Là, je vais m'arrêter un petit peu sur ces œuvres qui sont des œuvres avec des vierges blanches et des vierges noires de ce type. Vous verrez qu'elles m'ont servi dans les affiches de cinéma que vous allez voir au Musée des Arts Décoratifs. Et pour moi, ces photos sont très importantes parce qu'elles sont construites avec tout ce que m'a appris le baroque. La religion nous oblige toujours à choisir entre le bien ou le mal. Et en fait, dans le baroque nous montre le bien et le mal en même temps.
c'est Lacan qui en a beaucoup parlé pour l'extase de Sainte Thérèse, qui en fait jouit de la flèche de l'ange dans une extase qui est extatique et érotique. Donc, toute l'œuvre est conçue de cette manière-là. Sous mes pieds, il y a des parpaings, des vrais matériaux de construction. Et derrière moi, il y a des fausses briques qui sont peintes et qui sont en plastique. Donc là encore, dans un même espace, il y a le faux et le vrai. Je tiens des croix, la croix blanche et la croix noire, donc qui symbolisent le bien et le mal en même temps, et je ne les tiens pas comme il faut. Je cite la sculpture en marbre de Carrare, mais avec des tissus qui sont du faux cuir, du scalle, et pour moi, ces photos sont de la sculpture. Mais je suis en assomption sur les images de notre temps, sur la vidéo. Donc j'essaie qu'il n'y ait pas de schise entre l'ancien et l'actuel. J'essaye de montrer qu'effectivement, c'est intéressant de connaître le passé, d'avoir des références qui viennent du passé, mais en même temps pour construire l'avenir, pour construire là où nous sommes, et pour bien sûr ne pas sataniser l'une des deux parties, l'ancien ou l'actuel. Là aussi un autre exemple, Vierge noire. Là j'ai fait parallèle entre les croix blanches et les croix noires, ce que j'appelle les objets du culte. Le culte de la peinture par exemple. Voilà, là ici j'ai fait d'autres œuvres où il y a la Vierge blanche et la Vierge noire en même temps qui jouent avec des pistolets à étincelles. Là aussi le plastique bulle que l'on connaît bien dans nos métiers devient des nuages. Et je vais vous parler de la réincarnation de Saint-Orlan, ou image, nouvelle image. En fait, toutes les opérations chirurgicales performance ont été construites sur un texte. Un texte psychanalytique, un texte littéraire, un texte, tout à l'heure on vous a parlé d'Antonin Artaud, et effectivement j'ai beaucoup lu et intéressé à Antonin Artaud. Par exemple, un texte, surtout qui m'a beaucoup intéressé, où il cite les poètes de son époque, et ensuite il dit que ces poètes ont écrit 50 pages de création magique, de poésie, pour un temps complètement fou et incroyable, juste utilisé pour entretenir la machine qui a fabriqué ces 50 petites pages de poèmes. Donc il dit combien d'heures ont-ils dû déféquer, combien d'heures pisser, combien d'heures à se laver les dents, combien d'heures à se coiffer, combien d'heures à dormir, combien d'heures à manger, etc. Et il dit que c'est absolument dérisoire par rapport à ces quelques pages de création magique. Donc c'est quelque chose qui effectivement nous dit combien le corps accapare notre attention ou essaie d'accaparer notre attention. Et quand on est malade, bien sûr, c'est pire. Donc là, le texte que vous voyez que je lis est un texte que je lis toujours en exergue à toutes les opérations chirurgicales. Et ici, ce que l'on a pu apercevoir, qui est une bonne introduction pour mon exposition justement ici, le plan du film, la toile qui est derrière est une affiche peinte comme les affiches des années 50, c'est de la peinture acrylique sur toile. Ce n'est pas moi qui l'ai peint, j'ai demandé à des spécialistes de le faire. Et j'ai deux vasques. Une vasque avec des raisins, des vraies choses, et puis de l'autre côté, tout est en plastique.
Alors il y a un homard en plastique, de l'autre côté il est vivant, enfin bon, etc., etc. Et pendant l'opération, en fait, je mélangeais le vivant et l'artificiel. Je dois vous dire que je n'éprouvais pas le besoin personnel de faire des opérations chirurgicales. C'est quelque chose que j'ai vraiment fait pour mon œuvre. L'idée était de mettre de la figure sur mon visage, c'est-à-dire de la représentation, et essayer d'enlever le masque de l'inné, le masque que soi-disant on nous dit qu'il faut accepter, alors qu'on n'avait peut-être absolument pas envie ou qu'on ne se reconnaît pas avec un nez comme ça, une couleur d'œil comme ça, une bouche comme ça, etc. Et le fameux s'accepter soi-même, pour moi, est vraiment incroyable. C'est exactement comme quand on disait qu'il fallait souffrir, non seulement pour être belle, mais souffrir dans sa vie pour aller au paradis. En fait, les corps ont tellement souffert pendant des millénaires où il n'y avait même pas de l'aspirine pour calmer une douleur. Vous savez combien les mots de danse sont durs et difficiles. Donc, mon premier deal avec le chirurgien est pas de douleur. Et effectivement, ça c'est très important de savoir ça, parce que la plupart des gens pensent que j'ai agi comme une masochiste. Et en fait, il y a des piqûres. Donc, c'est des piqûres comme chez le dentiste. C'est une seconde. On peut éventuellement faire la grimace, une seconde. Mais ensuite, on n'a que des sensations étranges, bizarres, comme des bruits dans la bouche. On n'a pas de douleur. Donc, pour moi, c'était vraiment très très important qu'il n'y ait pas de douleur, ni pendant ni après. Alors après, c'est beaucoup plus difficile. Ça dépend uniquement des médicaments que l'on vous donne. Et je ne sais pas ici, mais en France, j'ai fait très très souvent des interventions dans le milieu médical pour justement inciter les équipes à donner les bons médicaments lorsqu'on est opéré. Mais encore dernièrement, on a donné à quelqu'un de ma famille, après une opération du ventre très difficile, des Doliprane. C'est absolument sadique, c'est insupportable. Il y a vraiment d'autres médicaments en quantité qui permettent de ne pas souffrir. En tout cas, dans le bloc opératoire, si j'avais souffert, je n'aurais pas fait toutes ces performances. Et le bloc opératoire ne serait pas devenu mon atelier d'artiste. Là, on me voit, donc toujours dans une... j'ai toujours beaucoup aimé la distance. On me voit en train de manger, donc en fait, on pourrait dire de faire un hymne à la vie, des raisins, des vrais, avec quelqu'un de l'équipe médicale. Ici, je fais une performance, vous reconnaissez une de mes œuvres. En fait, l'idée est que pour moi, une œuvre que je fais est comme un vocabulaire, un nouveau vocabulaire, un mot que j'invente et qui peut ensuite être utilisé dans des syntaxes, dans des phrases, dans des contextes tout à fait différents qui leur font tenir un rôle différent. Là encore, on me voit donc avec la croix blanche et la croix noire. Ici, je ne vous ai pas apporté de vidéo des opérations chirurgicales qui sont souvent difficiles à regarder parce qu'on n'a simplement pas l'habitude. On voit que dans le bloc opératoire, j'ai fait des choses assez extravagantes. Dès que le geste le permettait, le geste opératoire le permettait. Vous avez vu que nous étions habillés en Paco Rabanne. Donc effectivement, en tant qu'artiste, j'ai essayé de changer complètement l'esthétique du bloc opératoire et qu'on soit plus dans une esthétique qui fait peur, qui fait mal, qui fait penser justement à des corps malades qui subissent une opération. Moi, je n'ai pas subi d'opération, je les ai orchestrés, enregistrés, je dirigeais la photo et la vidéo dans le bloc opératoire. Je faisais, vous verrez plus tard, des dessins avec mes doigts innocents. Donc, il y avait quelque chose qui était
complètement autre chose que subir. Ici, par exemple, nous allons voir une opération chirurgicale qui s'appelle omniprésence et qui était retransmise en direct au centre Pompidou, au centre chez Sandra Gallery à New York et aussi au centre Toronto McLuhan à Toronto, au Canada. Cette performance est une des plus importantes et vous voyez que dans le bloc opératoire, il y a une personne spécialiste du langage des sourds et malentendants. Pour moi, ça me paraissait très important d'utiliser un langage du corps. On voit que pendant l'opération, il n'y a pas de douleur, je souris alors que je suis ouverte. Ici, je vais me permettre de vous lire le manifeste que j'ai écrit avant toute chose, avant de faire ces opérations chirurgicales. Définition. L'art charnel est un travail d'autoportrait au sens classique, avec des moyens technologiques qui sont ceux de son temps. Il oscille entre défiguration et refiguration. Il s'inscrit dans la chair parce que notre époque commence à en donner la possibilité. Le corps devient un rétimène modifié, car il n'est plus ce rétimène idéal qu'il suffit de signer. Distinction. Contrairement au body art, dont il se distingue, l'art charnel ne désire pas la douleur, ne la recherche pas comme source de purification, ne la conçoit pas comme rédemption. L'art charnel ne s'intéresse pas au résultat plastique final, mais à l'opération chirurgicale performance et au corps modifié, devenu lieu de débat public. Athéisme. En clair, l'art charnel n'est pas l'héritier de la tradition chrétienne contre laquelle il lutte. Il pointe sa négation du corps plaisir et met à nu ses lieux d'effondrement face à la découverte scientifique. L'art charnel n'est pas davantage l'héritier d'une hagiographie traversée de décollation et autres martyrs. Il ajoute plutôt qu'il n'enlève, augmente les facultés au lieu de les réduire. L'art charnel ne se veut pas auto-mutilant. L'art charnel transforme le corps en langue et renverse le principe chrétien du Verbe qui se fait chair au profit de la chair faite Verbe. Seule ma voix restera inchangée, car je travaille sur la représentation. L'art charnel juge anachronique et ridicule le fameux « tu accoucheras dans la douleur ». Comme Artaud, il veut en finir avec le jugement de Dieu. Désormais, nous avons la péridurale et de multiples anesthésiants, ainsi que les analgésiques. Vive la morphine, abat la douleur. Perception. Désormais, je peux voir mon propre corps ouvert sans en souffrir. Je peux me voir jusqu'au fond des entrailles, nouveau stade du miroir. Je peux voir le cœur de mon amant et son dessin splendide qui n'a rien à voir avec les mièvreries symboliquement et habituellement dessinées. Chérie, j'aime ta rate, j'aime ton foie, j'adore ton pancréas et la ligne de ton fémur m'excite. Liberté. L'art charnel affirme la liberté individuelle de l'artiste et en ce sens, il lutte contre les a priori, les dictats. C'est pourquoi il s'inscrit dans le social, dans les médias, où il a fait scandale, parce qu'il bouscule les idées reçues. Mise au point, l'art charnel n'est pas contre la chirurgie esthétique, mais contre les standards qu'elle véhicule, et qui s'inscrivent particulièrement dans les chairs féminines, mais aussi masculines.
L'art charnel féministe, c'est nécessaire. L'art charnel s'intéresse à la chirurgie esthétique, mais aussi aux techniques de pointe de la médecine et de la biologie, qui mettent en question le statut du corps et posent des problèmes éthiques. Style, l'art charnel est le baroque et la parodie, le grotesque et les styles laissés pour compte, car l'art charnel s'oppose aux pressions sociales qui s'exercent tant sur le corps humain que sur le corps des œuvres d'art. L'art charnel est antiformaliste et anticonformiste. Donc là, en fait, j'étais en train de regarder les transmissions par satellite. Je dois faire une parenthèse. C'est qu'à l'heure actuelle, vous ne vous rendez pas compte combien, à cette époque-là, j'ai été une pionnière, parce que, effectivement, la webcam n'existait pas. Donc, il fallait louer des réseaux satellites. C'était très difficile. Il fallait les régler pour qu'effectivement ça soit transmis en même temps à New York, au Canada, en France, etc., au centre Georges Pompidou. Et ça coûtait très cher et ça ne marchait pas à tous les coups. Alors que maintenant, effectivement, on a vraiment l'habitude de cela et ça nous paraît normal. Voilà une photo post-opératoire avec des narcisses qui sont bien sûr faites pour faire rire. Ici, des expositions avec ces œuvres autour des opérations chirurgicales. Ici, une de mes pièces principales des opérations chirurgicales. Il y avait en fait 40 diptyques avec au milieu une gravure qui s'appelait Entre deux, avec la date du jour. Et pendant 40 jours, nous sommes venus mettre la photo du jour. Et vous savez que le corps fait des autoportraits absolument extraordinaires. D'abord, ça enfle, ensuite, ça bleuit, ça rougit, ça jaunit, ça verdit, ça gonfle, ça luit. Donc, le corps joue, on pourrait dire, avec la chair. Et en dessous, j'avais mis des photos de référents, mais qui étaient travaillées au logiciel de morphing. Vous savez qu'entre votre visage et le mien, si je prends un logiciel de morphing, nous allons obtenir au milieu une sorte d'entre-deux qui est ni vous ni moi, mais en fait va en même temps parler de tous les ratages possibles et imaginables, que ce soit par la génétique ou que ce soit par les opérations chirurgicales. Ce n'est pas une science exacte. Ici, vous voyez par exemple justement les images qui étaient en dessous, que j'ai mis dans des caissons lumineux et qui étaient exposées, comme par exemple la naissance de Vénus que je fais hurler. Mais cet hurlement est dû justement à cet entre-deux, à ce personnage qui est ni moi, ni la Vénus. Voilà des dessins faits avec les doigts et le sang pendant l'opération chirurgicale. Ici, vous avez des gaz avec mon sang séché et avec des transferts justement photographiques de mon visage pendant l'opération. Ici, ce sont des œuvres très très importantes pour moi qui partent du texte de Michel Serres, qui est un philosophe français, et j'ai en fait eu l'idée de faire des reliquaires toutes les fois dans une langue différente, et c'est un rapport entre la chair et le verbe, puisqu'au milieu, dans le centre, c'est quelques milligrammes de ma chair préservés dans du bois ou du plexiglas qui joue ce jeu de la chair. Et là, vous avez donc une traduction en anglais, j'aimerais bien faire une en letton. Les jeux sont ouverts. C'est encadré avec du métal
Et donc, il y a du verre anti-effraction, donc dans une idée d'inviolabilité. Je vous lis le texte pour qu'il vous soit traduit. Le monstre, en fait, le monstre, c'est nous tous. Le monstre, courant, tatoué, ambidextre, hermaphrodite et métis, que pourrait-il nous faire voir à présent sous sa peau? Oui, le sang et la chair. La science parle des organes, de fonctions, de cellules et de molécules, pour avouer enfin qu'il y a beau temps que l'on ne parle plus de vie dans les laboratoires. Mais elle ne dit jamais la chair, qui, tout justement, désigne le mélange en un lieu donné du corps, ici et maintenant, de muscles et de sang, de peau et de poils, d'os, de nerfs et de fonctions diverses, qui mêlent donc ce que le savoir pertinent analyse. Ce texte est pris dans un conte philosophique qui tient lieu de préface dans un livre que je vous recommande, qui s'appelle Le Tiers instruit en français, et qui est donc ce livre de Michel Serres. La préface est absolument fantastique, mais inracontable, parce que tout est une question de langage et de littérature. Ici, nous voyons des installations vidéo dans une biennale, à partir des vidéos des opérations chirurgicales. Ici, j'ai justement le chapeau d'Arlequin, parce que le texte de Michel Serres parle beaucoup de l'Arlequin, et vous voyez que pendant l'opération, je lis le texte de l'Arlequin. Vous voyez que derrière aussi, il y a une toile qui est aussi une toile acrylique. Et là, vous voyez les œuvres mises en scène dans un musée aux États-Unis. Ici, c'est une autre pièce qui a été faite en dehors du bloc opératoire et qui est, que j'ai exposée plusieurs fois, à l'intérieur duquel, je peux vous remontrer, donc ça c'est au Palais de Tokyo. La peau extérieure était vraiment comme une peau très douce au toucher, étirée, organique. Et à l'intérieur, vous voyez les photos d'une des opérations. Et à l'extérieur, il y avait une sorte de cartel qui était fait en vidéo. Donc c'était un petit écran. Et à l'intérieur, on entendait en fait le texte et la voix de cette vidéo, à l'intérieur de l'espace. Ici, vraiment, je ne pensais jamais refaire de chirurgie, parce qu'effectivement, la chirurgie n'est pas mon job. Et en fait, j'ai eu besoin, en allant dans les laboratoires Symbiotica, à l'Université de biologie et d'anatomie de Perth, de me faire prélever de la peau pour qu'elle soit cultivée. Et là, donc, j'ai refait une opération chirurgicale légère pour découper un triangle de ma peau. Je dois dire que, effectivement, l'Arlequin ne m'intéresse pas en tant que comédien de l'art. Ce qui m'intéresse, c'est son manteau qui est fabriqué de matériaux de provenance différentes, de couleurs différentes. Et donc, ça symbolise en fait la coexistence pacifique. Ici, ce que vous voyez est un bioréacteur. Dans un laboratoire, ça ressemble vraiment à une machine, à un frigo. Ici, j'ai essayé de faire dessiner et de faire fabriquer un bioréacteur qui soit transparent comme un aquarium. Ce qui est rouge est vraiment pas quelque chose que j'ai rendu rouge pour faire joli, c'est effectivement le liquide habituel de nourriture des cellules. Il faut bien sûr maintenir une certaine température, il faut une certaine chaleur, il faut
de l'eau, il faut beaucoup de choses. Pardon. Ici, nous avons en fait l'installation, une photo de l'installation, et c'est une installation qui est assez, qui n'est pas photogénique. La projection est en fait en vidéo, donc tout bouge, et vous avez en macro des cellules, soit des provenances qui sont mes propres cellules, ou bien des cellules d'origine différente, qu'elles soient humaines ou animales. Vous avez des pétris dans le manteau d'Arlequin, et dans le bioréacteur, vous avez effectivement des cellules humaines, mes propres cellules, et des cellules animales qu'on essaie de garder en vie pendant toute l'exposition. D'autres photos de l'Arlequin. Ici, c'est aussi l'Arlequin et le texte de Michel Serres qui est mis en scène, mais avec ma garde-robe, parce que j'ai gardé ma garde-robe toute ma vie. Et là, en fait, j'ai fait hybrider ma garde-robe. Donc, en fait, en coupant le vêtement en deux, vous avez des temps, des matériaux, des couleurs, des stylistes, des histoires très très différentes qui sont mises ensemble. Et là, j'avais fait en fait des sortes de personnages qui étaient en même temps des personnages poussins, on va dire, sur lesquels on pouvait s'asseoir et commencer des discussions avec les autres. Voici les œuvres, en fait, on pourrait dire post-opératoires. En fait, le tout début de mon œuvre, c'est un travail d'interrogation sur ma culture et sur la culture occidentale, que j'ai interrogée, que j'ai troublée. Mais là, toutes mes références sont des références venues d'ailleurs, venues de la culture non occidentale. Je me suis beaucoup intéressé aux précolombiens, parce qu'effectivement, j'ai séjourné au Mexique et les habitudes avec le corps étaient vraiment très très différentes que les nôtres. Ici, vous avez un crâne déformé. Alors, quand je suis allé au Mexique, les experts des crânes déformés m'ont dit: mais qu'est-ce que vous venez chercher ici? Vous avez tout ce qu'il faut en France. Et j'ai appris que du côté d'Albi, il y avait quelques générations, les mères mettaient des bandelettes autour de la tête du bébé et le crâne se déformait pendant que la fontanelle était soudée. Si vous avez un bébé sous la main, essayez, vous allez voir, c'est à la portée de tout le monde, ça se fait très facilement, sans douleur. Et tout le monde a fait ça, toutes les civilisations ont voulu fabriquer les corps. Vraiment, depuis très longtemps, que ce soit chez les précolombiens, que ce soit chez les Africains, on retrouve ça chez les Africains, que ce soit chez les Mérovingiens, chez les Égyptiens, on a pratiqué vraiment beaucoup cette transformation des crânes. Par exemple, ces déformations avec les yeux qui regardent du nez étaient fabriquées aussi en mettant une boule de terre ou de cire entre les yeux du bébé, et le bébé apprenait à lâcher, on trouvait ça très très beau. Donc vous voyez, c'est une sorte de tour du monde sur des standards beauté. La beauté est vraiment uniquement une question d'idéologie dominante. Ici et maintenant, il est décidé qu'une femme qui est belle, donc sexy, attractive, baisable, est forcément une femme qui a un cou de girafe. Dans d'autres habitudes, on va bander le pied des femmes, et parce que les pieds sont bandés, on va les trouver extraordinaires et la femme désirable. Comme par exemple cette africaine qui a des labrets. Regardez comme elle est sûre de cette séduction, parce qu'effectivement elle a des preuves dans sa tribu que plus elle a de grands labrets, plus elle est baisable, plus effectivement on va la désirer. Donc, je voudrais vraiment vous dire, les pieds bandés, c'est comme, par exemple, les talons hauts. C'est une aberration, les pieds bandés. Les talons hauts aussi.
Ça empêche de courir, ça empêche de vivre, ça casse la colonne vertébrale, ça casse les pieds. Et au nom de quoi cette souffrance? Simplement parce qu'on nous a dit qu'une femme belle devait avoir des talons hauts et qu'elle serait belle parce qu'elle a des talons hauts. Donc, essayez de remettre en question tous ces formatages, toutes ces habitudes. Vous avez remarqué que ma première série était en couleur et faisait une hybridation non seulement entre deux civilisations, mais aussi entre deux pratiques artistiques. La sculpture et la photo digitale. Et ici, c'est entre la photo noir et blanc, la photo argentique et la photo digitale. Pour moi, c'est vraiment très important. Ici, vous avez des exemples de ces œuvres mises au mur. Vous avez aussi des œuvres que j'ai faites quand j'étais invité au Getty Research Institute comme chercheuse. Ici, effectivement, pour les Amérindiens, c'est probablement insupportable de me voir prendre la place du chef. Bien sûr, les femmes n'avaient pas le droit d'être chef. Et le tabou suprême, et le pire peut-être, était de porter ce collier en griffe de l'ours. C'était absolument interdit aux femmes. Ces œuvres, en fait, ont été faites par Georges Catlin, qui est un peintre du 19e, qui a mis en jeu sa fortune pour aller peindre sur le motif les Indiens, les chefs indiens, avant qu'ils disparaissent. Et là aussi, c'est un travail entre peinture et photo digitale. Ici, par exemple, cette photo est probablement très aberrante pour ceux qui sont amérindiens, parce que la main désigne un jeune chef qui a tué pour la première fois un ennemi de ses propres mains. Et bien sûr, il y a une très grande cérémonie pour l'honorer. Voilà une autre image. On peut la voir en situation dans une rétrospective que j'ai eue. Ici aussi, la suite des Amérindiens. Et donc je voudrais dire en fait que toutes les civilisations ont voulu fabriquer les corps et c'est pour moi très très important d'avoir fait plusieurs standards beauté dans des civilisations et des histoires et des points géographiques extrêmement différents. Et aussi, toute ma vie, j'ai essayé de casser les murs de glace entre les sexes, entre les générations, entre les couleurs de peau, entre les gens qui croient et ceux qui ne croient pas, entre les pratiques artistiques. Pour moi, ça a été toujours une bagarre, ça continue de l'être, chaque jour. Ici, c'est une grande installation que j'ai faite avec en fait un film qui est là, je ne peux pas vous montrer parce qu'il n'est pas sous-titré et je n'ai pas pensé qu'effectivement... c'est un film contre le racisme. Et dans ce film, on voit Yves Montand qui attend Romy Schneider qui ne vient pas et qui ne veut surtout pas regarder le film qu'il y a derrière. Et le film et l'attraction qui est derrière. Et l'attraction, ce sont des caniches qui sont de toutes les couleurs. Alors il y a des caniches blancs, il y a des caniches beiges, il y a des caniches noires, il y a des caniches roses. Et le chimpanzé met un pasodome et danse avec la caniche rose, qui s'avère être en fait finalement de sexe masculin. Et donc les asiatiques disent qu'ils n'ont jamais vu une attraction pareille, que c'est absolument fantastique. Et Montand dit que c'est absolument dégueulasse, qu'il ne veut pas regarder. Et il y a Roberto Bendili qui est le serveur et qui essaye de calmer les jeux parce qu'il a l'habitude que les gens se battent dans son bar.
Et alors il dit, écoutez, vous savez maintenant, c'est sans problème, on peut teindre un japonais en belge, et teindre un belge en japonais, c'est absolument normal. En fait, vous voyez, c'était un film contre le racisme, avec des blagues de comptoir, où on se paie du belge et du japonais, mais en même temps en disant des choses qui ont à voir avec notre temps. Effectivement, un belge peut être japonais et un japonais peut être belge. Donc voilà. Alors, on ne me voit pas ici, mais à la fin du film, j'ai un shaker et j'agite le shaker et je propose que tout le monde s'y bride. Alors, No Comment est une chose très spéciale sur le football. Alors, je sais qu'ici, c'est pas forcément le football, mais le football est vraiment médiatiquement, mondialement, quelque chose d'incroyable, comme une nouvelle religion. Et c'est ce que j'ai voulu montrer en mettant des textes érotiques du Cantique des Cantiques sur ces ballons et en faisant une installation avec des photos, des films. C'est un film, c'est une vidéo sur le football, donc avec ce noir qui tombe à genoux, sur plein d'autres choses. Mais surtout, c'est la bande-son qui est importante. Elle est fabriquée sur rumeur et clameur entre Metz et match. Alors, j'ai voulu faire cette pièce parce que pour moi, ça me paraît aberrant. Tout le monde est pratiquement formaté, en tout cas les hommes, pour le football. Et je rentre dans un bar, il y a le football, ou quelque chose de similaire, avec de l'herbe verte. Et je vais dans un taxi, il y a le football à plein volume. Je vais dans ma propre famille une fois par an, et les hommes qui m'aiment pourtant beaucoup restent devant le football. Je suis à Perth, j'ai 42 fièvres, je vais aux urgences, et il y a 2 écrans de football dans la salle d'attente. Je rentre à l'hôtel, je veux regarder ce qui se passe dans le monde, il y a des choses absolument abominables qui se passent de partout, des morts, et j'ai le football. Donc là, je me dis, il y a un problème. Mais il y a un problème d'autant plus grave, c'est pour les femmes. Parce que les hommes qui ont un peu de philosophie, un peu de distance, un peu de poésie, un peu d'autre chose, ce n'est pas très grave. Mais il y a beaucoup qui sont formatés qu'avec ça. Donc, tout leur temps, des heures avachis dans le canapé, ou des heures et des heures dans un stade, en train de hurler. C'est... Après, en tant que femme, on se demande de quoi on peut parler, et comment, avec quel vocabulaire. Il y a vraiment un travail, il y a une fabrication du masculin qui fait que, ensuite, en tant que femme, c'est très difficile de faire face à la situation, parce que c'est tellement du côté du sauvage, du barbare, c'est des gens qui deviennent uniquement nationalistes, donc qui détestent forcément les gens de l'autre équipe, qui peuvent taper, qui boivent beaucoup. Il y a comme ça toute une génération qui me paraît absolument affolante à cause de ce phénomène mondial du foot. Ici, c'est d'un autre problème que j'ai voulu parler, mais qui est aussi un problème de société. C'est une structure qui est un corps de femme africaine, hybridée au mien, et au sol, il y a en fait de la fibre optique. Et cette fibre optique représente des atomes de coltan. Alors, et toute l'installation est une installation lumineuse interactive. Suivant le nombre de personnes qu'il y a dans l'espace, la programmation lumineuse est très différente. Et ce coltan, il faut que je vous dise ce que c'est, ce coltan. Ce coltan, c'est dans tous nos portables, c'est dans nos ordinateurs,
Et c'est quelque chose de très difficile à extraire, et c'est un matériau rare, non renouvelable. Et en Centrafrique, on ne nous a absolument pas dit ce qui se passait au moment des événements, mais ça a commencé par ça. Alors après, ça devient des luttes religieuses, etc. Mais les tribus se font la guerre pour avoir ce matériau de chair, et les militaires font du trafic avec cela contre des armes. Donc c'est très grave. Donc effectivement, c'est toujours intéressant de savoir, quand on utilise quelque chose, comment c'est fabriqué, comment ça se passe. Donc voilà. Alors, j'en viens au plan du film, mais je vais vous donner juste quelques clés, parce que vous allez voir l'exposition. Donc là, c'est une affiche de 3 mètres par 2, acrylique, où j'ai raconté ma vie, en fait, dans l'art. J'ai recyclé des très vieilles images, des photos qui étaient très mauvaises, et que j'ai fait peindre. Et ce sont des affiches, on pourrait dire, sentimentales, qui là, par exemple, parlent du baiser de l'artiste, avec les noms des amis de cette époque. Mais il y a des noms qui font croire que le film existe. Comme ici, par exemple. Ici, en fait, ça évoque le Minitel. Il faut que je vous dise que je suis une des premières à avoir travaillé avec le Minitel, qui est l'ancêtre de la Terre. Voilà, donc les noms de Percy Adlan et Papardios font croire que le film existe. Alors, voilà la simulation, et vous allez la voir pour de vrai par la suite. Là, on voit d'autres expositions, et on voit par exemple une grande performance que j'ai faite à la Fondation Cartier, qui était le lancement du film. Donc il faut que je vous dise que toute cette série, le plan du film, qui recouvre peut-être 15 ans de ma vie, a eu des développements successifs tout à fait différents. Et j'ai commencé en fait par une phrase de Godard qui parle d'un film de Becker et qui dit que ce film est magistral parce que c'est un film qui a été fabriqué à l'envers et qui est en quelque sorte l'envers du cinéma. Ici, vous aviez des vrais acteurs et des vrais réalisateurs de cinéma, et on projetait des affiches et on faisait croire que le film existait et que tout le monde avait joué dans ce film, et il venait raconter le tournage, venait raconter comment ça s'était passé, etc. Donc c'est ce que vous allez voir, parce que vous allez voir aussi, vous allez non seulement voir, mais vous allez entendre, par exemple, la bande-son du film qui n'existe pas, qui est en fait intégrée à un faux DVD. On peut croire que c'est un DVD, en fait c'est la bande-son. Et vous l'entendrez effectivement dans le cœur de l'église qui sert de musée. Ici, je voudrais vous montrer quand même quelques sculptures. C'est des choses que j'ai fait in situ dans un musée, le musée Bourdelle, où les œuvres étaient très classiques et très monumentales et très masculines, on pourrait dire. Et j'ai fait 3 œuvres en résine. Pour moi, ce qui est très important, c'est que ces œuvres ont été faites sans moule, alors que de loin, on pourrait croire qu'elles sont faites avec des moules, mais que c'est juste l'apparence de surface qui est différente. On les voit donc effectivement dorées à la feuille de platinium et peintes. En fait, j'ai fait ces œuvres dans une église, un monastère qui était uniquement avec des femmes. Et quand ces femmes rentraient, de gré ou malgré elles, dans ce monastère, elles devaient accepter toutes les règles, dont la règle du silence. Et puis, donc, elles prenaient la robe et elles perdaient leur corps. Donc ça, pour moi, ce sont des robes de plis sans corps.
Mais le corps est là, si vous voulez le voir, vous le voyez. Vous avez par exemple à l'avant cette vulve qui dit le corps, et tous les drapés qui disent la sensualité. Ici, c'est une grande performance que j'ai faite lors d'une rétrospective, et j'étais donc revêtu comme d'un kebab et j'avais un micro et je déchirais en fait le tissu en faisant donc comme une bande sonore. Et je présentais effectivement toute une collection à partir des robes hybridées que j'avais gardées. On le voit aussi mis en scène ici dans le bœuf sur la langue, avec des œuvres qui sont à la fois du stylisme, comme ici. J'ai fait fabriquer un velours de soie et également, vous le verrez, il y a du stylisme et du design et des mots. Ici, c'est une intervention à Paris qui était une intervention à la fois sur la Seine pendant la Nuit Blanche, sur toute la Seine, avec un bateau. Je projetais des mots dont chaque personne pouvait parler dans la ville. Et puis il y avait parallèlement au Palais de Tokyo une carte blanche qui m'avait été donnée avec France Culture, où on parlait aussi d'une manière très docte de ces mots. Par exemple, là, vous avez Bernard Bistem et Jean Delosy. Encore des expositions, je vous montre des expositions. Ici, Paris-Delhi-Bombay, c'est aussi une question d'hybridation, puisqu'il s'agissait d'hybrider un drapeau indien et un drapeau français, et j'avais utilisé ce qu'on appelle des sequins, et il y avait effectivement des ventilateurs qui faisaient bouger ces sequins, et avec de la lumière, c'était comme des programmations de LED. Vous voyez, je me donne la liberté d'être tantôt dans mes œuvres et tantôt pas dans mes œuvres. Voilà, j'avais imaginé d'équiper le centre Georges Pompidou comme cela, avec des drapeaux hybridés. Ici, c'est une vidéo qui dure 5 heures, que j'ai faite pour Marseille, capitale européenne, et 2013. Et il était dans l'exposition qui s'appelait Ici et ailleurs. Il fallait parler en fait de Marseille et de la Méditerranée. Et donc, moi j'ai travaillé lors d'une cérémonie où des immigrés marseillais venaient d'avoir leur nationalité française. C'était une cérémonie très émouvante parce que ces gens-là, pendant des années, ont entendu cette nationalité, parfois dans des difficultés abominables. Et je me suis adressé à chacun d'entre eux et je leur ai demandé de me raconter leur vie. Et j'ai utilisé le drapeau de leur origine et les drapeaux des pays qu'ils ont traversés, je les ai hybridés. Et vous ne le voyez pas ici, parce que ce n'est pas une vidéo, mais je les ai fait passer très lentement sur le visage, en les rendant transparents, de manière à ce que les drapeaux colorent leur visage au passage. Donc ça, pour moi, c'était important d'être impertinente avec les drapeaux, d'être impertinente avec la couleur de peau, parce qu'effectivement, tantôt leur peau est plus jaune, plus rouge, plus blanche, plus noire. Et donc, de parler aussi, avec cette lenteur, ces 5 heures, de la lenteur administrative. Ici, je disais que je m'étais stylisé jusqu'à l'os, donc à partir de mes scans, a été fabriqué en 3D un crâne qui est non pas un crâne générique, comme la plupart des artistes ont travaillé sur des crânes génériques, mais mon vrai crâne. Je voudrais vous montrer l'origine du monde de Gustave Courbet, que vous connaissez probablement.
et vous dire que j'ai fait donc une réplique en montrant l'autre versant de l'humanité et l'autre versant de l'art. Je l'ai intitulé « L'origine de la guerre ». Voilà, avec le même cadre que celui du musée d'Orsay, et l'œuvre a été faite de la même dimension que l'œuvre. Alors, je vous en prie, messieurs, qui avez peut-être ces 15 ou 20 cm de chair en plus, pour ceux en tout cas qui n'ont pas d'instinct grégaire, veuillez m'excuser de faire une chose pareille. Là, ce sont des vidéos qui ont été faites aussi avec les scans. Je vais passer assez vite parce que je crois que je suis très en retard. Ça, c'est donc je passe puisque vous l'avez vu. Et là, ce sont mes dernières œuvres avec l'opéra de Pékin. Pour moi, au départ, je m'étais dit que j'allais faire des self-hybridations, une sorte de tour du monde des standards de beauté. Et une fois que j'en ai fait 3, j'ai eu peur de me répéter. Donc j'ai arrêté cette idée. Et puis, il y a quelque chose qui tout à coup s'est élaboré. Parce qu'une partie de ma vie, j'ai été actrice. Une petite partie de ma vie. Et vous savez, j'étais une actrice qui se donnait à son rôle. Et un jour, j'ai rencontré la distanciation de Bertolt Brecht et je me suis beaucoup intéressé à ça. Et je me suis aperçu, je ne sais pas pourquoi il tourne tout seul, je me suis aperçu que Bertolt Brecht avait été très inspiré par justement l'opéra de Pékin. Donc je me suis demandé pourquoi, j'ai travaillé là-dessus, etc. Et surtout, ce qui m'a vraiment beaucoup intéressé, c'est que vous savez, dans l'opéra de Pékin, les femmes n'ont pas le droit de jouer. Ce sont les hommes qui jouent le rôle des femmes. Donc, je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir faire quelque chose en déréglant l'opéra de Pékin et en sortant de ces œuvres en réalité augmentée, en faisant des acrobaties avec mon corps. Donc, est-ce que vous pouvez mettre la dernière vidéo? Donc, vous allez voir un reportage vidéo sur une de mes dernières expositions. J'ai exposé ça à Séoul et aussi, voilà, à Paris. Donc, l'exposition parlait de tout ce que j'ai fait avec les masques. Donc, on voit aussi des choses dans les opérations chirurgicales. Et là, on voit qu'avec un iPad, donc dans l'œuvre, il suffisait de télécharger le logiciel qui s'appelle Augmente et de scanner l'œuvre qui agit comme un QR code. Et en fait, on pouvait me voir sortir. Peut-être vous l'imaginez pas très bien, on pouvait me voir sortir de l'œuvre en train de faire des acrobaties de l'opéra de Pékin, ou comme là, en train de changer tous les masques, ou en train de jongler avec mes masques. D'ailleurs, sur mon site, vous pouvez voir en fait l'affiche de cette exposition, et il suffit d'avoir le logiciel Augmente et de la scanner, et vous pouvez me voir arriver en jonglant avec les masques. Donc là, je suis toujours habillé de la même manière, seuls les tatouages changent, et ce que je fais change. Donc, c'était aussi une manière, on pourrait dire, féministe, de jouer, malgré l'interdiction, les rôles de l'opéra de Pékin, et de faire des acrobaties sans que mon corps ait à en souffrir.
Parce que je ne sais pas si vous avez vu Adieu ma concubine, qui est un film que je vous recommande. Eh bien, on torture les enfants, donc les garçons, les petits garçons, d'une manière extrêmement violente et dure, pour arriver à obtenir un corps suffisamment souple et suffisamment musclé. Donc, je suis très heureuse de pouvoir faire des acrobaties sans en avoir souffert et pouvoir faire des acrobaties absolument incroyables et étonnantes qu'un corps ne peut jamais faire. Parce qu'il n'obtiendra jamais ce qui est possible avec cet avatar. Je voudrais vous dire qu'effectivement, la réalité augmentée existe déjà depuis assez longtemps, mais il n'y a pratiquement pas d'artistes qui se sont intéressés à la réalité augmentée, à part quelques techniciens. Et moi, donc, je suis l'une des premières qui utilise la réalité augmentée. C'est bizarre que les musées s'y intéressent beaucoup pour guider, en fait. Dans le monde, on voit beaucoup de musées qui guident en réalité augmentée son audience, mais que les artistes l'ont pas intégré du tout. Alors, moi aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se photographier avec mon avatar. Je peux me photographier avec mon avatar, donc je peux remettre en bikini. Et ça donne des photos très très étonnantes où on me voit et on se voit avec moi et ce personnage. Je voudrais peut-être terminer juste en vous disant deux phrases d'un poète français qui est « Celui qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. » Et ensuite, il dit « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Merci. Sekojiet informācijai, jo sakarā ar izstādi Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā Orlāna vēlās feedbacku. Feedbacku tātad jūs visi tiekat aicināti piedalīties konkursā par labāko filmu scenāriju, inspirējoties no kino plakātiem mūsu izstādēs. Konkursam būs 3 galvenās balvas, būs žūrija, 3 galvenās balvas, un balva būs proti pirmā grāmata par Orlānas radošo daļu un arī projektu Le Temps de Vie, kas ir izdota pateicoties Rīga 2014 atbalstam 3 valodās, latviešu, franču un angļu valodā. Tātad 3 balvas par labākajiem scenārijiem, 3 līdzvērtīgās balvas, jo Orlāna vienmēr grib šo te demokrātiju, nav viens vislabākais, 3 balvas, speciāli žūrija, balvā katalogs ar Orlānas parakstu. Sekojiet informācijai Mākslas muzeja mājaslapā, akadēmijas mājaslapā. Paldies visiem par uzmanību, par pacietību, bet es domāju, ka tā bija lieliska pieredze. Gaidām jūs izstādē. Vēlreiz aicinu iegādāties žurnālu Rīgas laiks, kur ir brīnišķīgi Arta Brītuma intervija un Karnala Arta manifests iztulkots latviešu valodā. Savukārt sestdien mākslas muzeja pie mums Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā notiek diskusija, kuru moderēs Arnis Rīdums ar Orlānas piedalīšanos, māksla un kino, dzīve un māksla. Aicinu sekot informācijai. Paldies visiem! Pour moi, c'est vraiment très très important que vous participiez, que vous ne soyez pas simplement des figurants, mais que vous participiez
au développement de mon œuvre à Riga en créant ces scénarios qui seront bien sûr ensuite publiés, utilisés et qui font partie en fait, comme vous allez voir dans l'exposition, du corpus du plan du film. Donc je vous encourage vraiment que vos imaginaires soient forts pour essayer de participer à ces scénarios. Merci.